afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Non. Ce que je fais quand ma porte de classe est fermée, ça m'appartient. Non, une école, c'est public. Ouais. Si moi, mes projets de recherche sont des fonds publics et sont accessibles à Ce que tous, toi, tu fais. Une école, c'est public. Ouais. Une école, ça appartient à la société, là. C'est nous qui avons décidé ensemble, collectivement, que ça se passe comme ça. Donc, il y a quelque chose du bien public qui, des fois, se perd dans l'idée de l'école fermée, inaccessible, où c'est super difficile de contribuer. Puis ça a toujours pas mal été comme ça, parce que si on recule 50 ans en arrière, c'était par les sœurs, c'était une autre affaire. Puis on dirait que c'est resté comme ça. Puis tu as l'alternative, j'ai enseigné longtemps l'alternative, donc la coéducation, puis effectivement, d'avoir des parents dans ta classe, quand tu peux partir avec des élèves, justement, puis avoir juste 12 élèves à t'occuper quand tu as le parent qui s'occupe des projets. Ouais. C'est vraiment génial, naturellement. Puis ça permet aux parents de plus comprendre, d'avoir un plus grand respect du travail d'enseignant. Puis ça, on l'a entendu beaucoup durant la pandémie, quand les parents ont dû gérer leurs propres enfants. Hein? Eh, mon Dieu, que je congé, assez hâte que Mme Untel revienne. Mon Dieu, la pandémie, reprenez mes enfants. Il y a eu une sensibilisation, il y a eu une conscience qui s'est installée. Bon, ça a duré 6 mois, mais... Mais comme nos bonnes résolutions comme les bonnes on s'en était donné plein de belles affaires Oui, il y en a qui les ont tenues, mais c'est comme celle du jour de l'an. C'est ça. Au 8 janvier, nous ablas el Frances. Fait bien des blagues. Mais non, puis ça, c'est bien que vous en parliez, parce que si le milieu de l'éducation ouvrait ses portes, mais encore là, je reviens, je suis un peu tannante avec ça, mais même les enseignants qui veulent ouvrir leurs portes, quand tu arrives dans une école alternative, c'est la philosophie. Il y a ça, c'est pas difficile si tu vas enseigner dans une école alternative, tu n'es pas ouvert à ouvrir ta classe, il y a un problème. Ouais. Mais même si dans une école, comme on disait, au niveau décisionnel, tu dis, moi, j'aimerais ça, je peux-tu faire de la coéducation? Moi, j'aurais le goût, j'ai le goût d'inviter les parents dans ma classe, il n'y en a pas de problème. Ouais. Puis là, tu as l'autre, mais là, c'est parce que si toi, tu fais ça, moi, je vais me faire dire que un tel, puis des fois, tu as la direction qui va refuser, puis là, des fois, tu as le syndicat qui va arriver. Ouais. C'est ça qui fait que ça peut être lourd. Absolument. Vous avez tout à fait raison, là. Il y a des enseignantes qui font des choses extraordinaires dans des milieux très isolés, puis quand on leur demande de rayonner, ils rayonnent souvent à l'extérieur de leur milieu, parce que rayonner dans leur milieu, c'est dérangeant. C'est triste. Ça, c'est très triste. C'est comme ça dans plein de domaines. Oui. Tu sais... Il y a des proverbes là-dessus là, pour dire que on est mieux d'aller on n'est pas prophète ou en son pays, etc. Sauf qu'il y a certains domaines où ça a moins d'impact sur la société. Probablement. Ouais. Ça reste que... Je reviens à l'identité professionnelle parce que dans ma tête, il y a quelque chose là-dedans. Oui, mais moi, j'ai le droit. J'ai le droit que dans ma classe, ça se passe comme ça, puis je peux le faire. Après ça, il va falloir que je vive avec la socialisation qui va s'en suivre, mais je peux le faire, tu sais. Puis je vais revenir rapidement au syndicat parce que c'est vraiment pas mon domaine de recherche, mais pour moi, le syndicat, c'est... Parce que moi, je suis syndiquée là, à l'université. On se choisit nos représentants. Si la façon dont le syndicat d'enseignement ne fonctionne pas, puis que les enseignants ne sont pas contents de comment le syndicat fonctionne... c'est comme les élus, on les a choisis. On les a choisis, qu'ils se présentent et qu'ils le fassent. Il y a une démocratie là-dedans. Là. Fait que si le syndicat n'est pas le bon véhicule dans la tête de plein d'enseignants, qu'il aille prendre les rênes de ce peuvent changer, parce qu'il y en a plusieurs. Qu'il le fasse évoluer autrement ou qu'il décide. Il y a quelque chose de démocratique là-dedans où, en tout cas, révolutionnaire de salon et tout ça, moi, ça me parle moins. Il y a quelque chose de... T'es pas satisfaite? Vas-y. Ah, moi, je les enrayerais. Moi, je suis extrémiste là-dedans. Moi, je les enlèverais tous. Je ne remets pas à l'étape de choix. Parce que je trouve qu'en 2024, il fut un temps pour moi où c'était nécessaire. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tous les autres droits, les normes, moi, je trouve qu'il y a d'autres instances qui peuvent venir répondre à ça. C'est vraiment très, très, très personnel où je me dis, on est des gens éduqués en éducation, on est capable de se parler, on est capable de communiquer, on est capable d'aller revendiquer, on est capable de dénoncer. On a toute l'intelligence. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller dans des actions comme ça? Moi, c'est plus ça, là. Tu sais, c'est vraiment plus ça. Je suis curieuse de voir
des pays ou des provinces dans lesquelles il n'y en a pas? Comment ça se passe? Je sais pas, puis possiblement. Lire des recherches là-dessus, c'est vraiment, vraiment pas mon domaine. Faudrait... Moi c'est vraiment ma réflexion. Oui, puis je dis pas pour partout, mais je trouve qu'on a évolué comme société. Dans le temps de nos parents, là, ils étaient hyper nécessaires, là. Tu sais, pour moi, dans certains milieux, ma mère était dans le côté manufacturier. Oui. Les femmes... Oublie ça, là. Oui. C'était hyper... Elle était très engagée, ma mère aussi là-dedans. Puis là, je me dis, je sais pas, en 2024, j'ai comme l'impression, en tant que citoyenne, que ça fait, en tant que mère, en tant que citoyenne, en tant que professionnelle, que ça fait plus de tort. Moi, c'est juste ça. J'entends. Moi, je n'ai pas d'opinion sur la politique. Au contraire, mais... Moi, j'aimerais des fois les voir jouer un autre rôle. Ouais. J'aimerais les voir jouer un rôle qui est plus positif. C'est ça. Qui valorise sans dénigrer. Mais ça, c'est très... C'est ça, c'est dans cette posture-là où j'aimerais ça des fois que les enseignantes extraordinaires que j'accompagne, ça soit elles qui... Exact. Ça serait une autre affaire. Parce que là, ça serait très différent. C'est exactement. Exact. Moi, entièrement d'accord. C'est pas nécessairement le véhicule, c'est qui est à l'intérieur puis qui entièrement le véhicule, qui fait les choix. Puis là, ben là, dans une démocratie, présentez-vous, allez le faire. Oui, parce que ce que je trouve dommage aussi, ce que je vois, puis tu sais, je veux pas qu'on... C'est pas le but non plus, mais... Moi, ce que j'ai observé des gens qui étaient très, très, très syndiqués dans le milieu de l'éducation, on dirait qu'ils ont mis le syndicat avant leur première motivation d'aller en enseignement. En parcours, à travers leur parcours, là, sont représentants syndicaux, puis après ça, sont enseignants. Oui, je peux comprendre. Donc c'est là où je me dis... en tout cas, il y a quelque chose à faire, puis je suis entièrement d'accord avec vous de dire, ben c'était ces enseignantes-là que vous voyez qui sont engagées, qui participent, ça serait autre chose. Ça serait peut-être un petit peu plus positif. Je sais pas si c'est le véhicule le problème ou... On peut en parler de ceux qui se présentent. C'est facile de dire il y a 80 qui ont voté. Ben oui, mais c'est sur 10 000, il y en a juste 1 000 qui se présentent, puis qu'il y en a il y en a 800 qui votent sur 1 000, mais qu'il y en a 9 000 qui se sont pas pointés. Ça, on va dire démocratie. C'est ça. Comme quand on déplacez-vous pour aller voter, changer les choses. Comme quand on élit nos gouvernements. Ben oui, partout, là. Au municipal, au provincial. Non, c'est ça, c'est ça. Partout, là. Oui. L'implication des parents, est-ce qu'elle a évolué à travers vos recherches? Sentez-vous que les gens qui participent à votre recherche, parce que souvent, les parents, les questionnaires sont mis à profit, l'observation des élèves et tout ça, est-ce que vous avez senti des changements? Vous dites que ça fait juste 5 ans que vous en faites? Nous, moi, j'ai pas d'enjeu avec la participation des parents. C'est sûr que je travaille avec coprimaire. Donc, moi, je travaille avec des enfants qui sont mineurs. Donc, j'ai constamment besoin d'autorisation des parents pour faire l'ensemble des projets de recherche. Et pour l'instant, ça n'a jamais été un enjeu. On a des stratégies. Par contre, là, on va pendant les rencontres de parents, on les rencontre en personne, on explique bien le projet. On ne peut pas être contre la vertu non plus. Non, on rend les formulaires compréhensibles, accessibles, adaptés aussi. On les traduit dans l'ensemble des langues qui sont nécessaires. Oui, c'est intéressant. Donc, tu sais, il y a comme cette idée-là de si on veut que cette recherche-là ressemble au Québec d'aujourd'hui, il faut que nos formulaires y ressemblent, il faut que notre population y ressemble. Donc, pour l'instant, moi, c'est pas du tout un enjeu, les parents par rapport à nos projets. Au contraire, tu sais, Ils sont souvent ouverts à ça. La plupart, parce qu'ils savent c'est pour le bien de leurs enfants. Puis, je pense que l'enjeu n'est pas là. C'est plus au quotidien quand une décision d'une enseignante. Puis, comme vous dites, ça revient quand même beaucoup à l'enseignante, là. J'aime beaucoup ça quand vous dites ma solidité professionnelle, identité professionnelle, de dire, ben moi, faites-vous confiance. Je pense que c'est ça. Il faut que l'enseignant dise, écoute, j'ai fait un bac de 4 ans. Puis ça, tu peux le nommer à tes parents, écoutez, moi, je viens de terminer mon bac. Voici mon parcours. J'ai des bons collègues ici qui sont là. Ne vous inquiétez pas qu'à partir du moment où je vais prendre une décision, je suis ouverte à vos commentaires. Puis t'expliques, de toujours valider, expliquer pourquoi tu as pris telle décision. Dans vos recherches, y en a-tu une qui vous a dit, hey, j'ai trouvé quelque chose. On a mis le doigt sur quelque chose. Il peut en avoir plus qu'une. Oui, il y en a plein là, qui me viennent en tête.
Un des éléments qui nous avait beaucoup interpellés l'année dernière en faisant des recherches, on s'est rendu compte que les besoins de soutien des enseignants en insertion professionnelle, quand on parle de différenciation pédagogique, de gestion de classe, d'inclusion, ne sont pas différents de ceux des enseignants expérimentés et ne sont pas différents de ceux des orthopédagogues et des conseillers pédagogiques. OK. Donc, en ce moment, là, on a vraiment du pain sur la planche à faire sur l'inclusion puis la différenciation pédagogique parce que là, il y a comme un sentiment qu'il y a un besoin de soutien qui est très grand là-dedans dans l'ensemble des écoles. Il y a un sentiment de compétence qui est faible par rapport à la capacité de faire réussir des élèves de différents horizons qui ont différents parcours, des besoins très différents, qui ont des zones proximales de développement très éloignées les unes des autres. Et là, c'est généralisé, tu sais. Fait que là, l'enseignant débutant, il veut se fier sur l'enseignant expérimenté qui exprime lui aussi avoir de grands besoins. Puis là, le CP qui pourrait les soutenir, lui aussi, il dit qu'il y a de grands besoins pour le faire. Puis là, donc, pour moi, là, ça, il y a quelque chose qui nous dit qu'il faut qu'il y ait des recherches terrain rapides qui vont amener des solutions, des pistes de réflexion, des idées concrètes rapidement. Parce que là, c'est vraiment un gros enjeu. Il y a ça, d'emblée, qui me vient en tête. Il y a l'idée du changement de pratique. Moi, je m'intéresse au développement professionnel des enseignants, donc je m'intéresse à qu'est-ce qui fait qu'on change dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'avant, j'enseignais de telle façon, puis que tranquillement, pas vite, je vais me mettre à avoir un enseignement un peu différent, un peu adapté, qui va être plus adapté aux besoins des élèves et tout ça. Tu sais, qu'est-ce que moi, je peux faire comme accompagnatrice ou comme formatrice qui va amener les gens à changer? D'avoir ce désir-là, cette réflexion-là, de le faire. Il y en a qui vont le faire naturellement aussi. Bien, il y en a qui vont le faire naturellement, mais de le faire de façon consciente, là, de dire, je suis allée à une formation et après, ça va vraiment changer ce que je fais. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de coups d'épée dans l'eau. Il y a beaucoup de formations qui sont données, mais finalement, il y a très peu de changements. Ils reviennent à leurs anciens patterns. Et encore moins de changements sur la réussite des élèves. Puis nous, on fait tout ça à la base pour que les élèves réussissent mieux, là, au niveau, pas juste éducatif, là, au niveau social et tout ça. Là, donc, il y a beaucoup, beaucoup de ce qu'on fait en formation qui, finalement, n'a pas de retombées très concrètes. Fait que, ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui se perd en chemin. Oui. Ou qui ne s'applique pas. Qui ne s'applique pas ou qui... Je ne sais pas si c'est parce que ça ne fait pas assez de sens à ce moment-là ou si c'est... trop lourd de changer un peu. Peut-être trop lourd. Peut-être que je n'ai pas donné assez de temps. Tu sais, je l'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Je me suis dit, ça ne marche pas. Ouais, ben là, ça marche pas comme ça, la vie, là, tu sais. C'était la première fois. Toi, tu n'étais probablement pas à ton meilleur vu que c'était la première fois. Puis tes élèves non plus, eux aussi, ils étaient comme, pourquoi elle fait ça aujourd'hui? Elle n'a jamais fait ça de sa vie, de nous laisser autant parler. Le changement, adaptation, changement. Je me suis mis, tu sais, exemple très concret, là, l'espace dialogique, Dominique Bucheton. Les classes dans lesquelles les enfants parlent beaucoup réussissent mieux. Pas parle beaucoup de la pluie et du beau temps, là, parle beaucoup de ce qu'il faudrait qu'ils interagissent beaucoup. Interagissent beaucoup. Dans les classes où c'est l'enseignante qui monopolise le temps de parole, les élèves réussissent moins. Ça, c'est pas dur à comprendre, ça. Puis c'est pas dur à moduler non plus, c'est pas dur à changer. C'est appliquer, ça. Parce que quand moi, j'étais habituée de parler pendant 30-35 minutes, puis qu'après ça, mes élèves s'en vont faire un travail pendant 12 minutes, puis que s'ils sont gentils, après ça, ils vont faire les 5 dernières minutes en équipe. Là, tout d'un coup, je me dis, OK, il va falloir que je parle pendant 10 minutes. Puis après ça, mes élèves vont devoir être en action pendant 45 minutes. Ça veut dire un peu plus de bruit dans la classe. Ça veut dire un petit peu plus d'interaction. Ils vont faire quoi? Ils ne vont pas faire plus de feuilles plates, là. Ça veut dire qu'il va falloir que je change aussi ce que mes élèves vont faire. Ils vont devoir manipuler, faire autre chose. Il va falloir que je forme des équipes. Là, il va falloir que je développe des habiletés sociales parce que là, au début, dans les équipes, ça ne va pas fonctionner. Fait que ça semble très simple. Dans une classe où l'enseignante parle beaucoup, les élèves réussissent moins bien. Dans une classe où les élèves parlent beaucoup, les élèves réussissent mieux. Comment ça se traduit, ça, dans une vraie vie de prof, là? Il n'y a rien de simple. C'est complexe. Ça prend des années, ça prend du modelage, ça prend juste pour ça, puis on a juste un point, là. On a un point. La recherche, ça, on le sait. Maintenant, ça se traduit comment dans ma vraie vie?
Il n'y a rien de simple. Fait que, tu sais, l'idée de se dire, on va donner une demi-journée, on va leur expliquer comment faire, puis après ça, ben ils vont le faire. Ben non. C'est pas comme ça que ça marche, le développement professionnel. Il faudrait qu'il y ait un suivi, écoute, des gens qui aillent voir, écoute, là, comment justement tu as appliqué ça cette semaine? Il faut que les suivis ne soient pas évaluatifs. Non. Il faut que les suivis soient en mode accompagnement, en mode on échange. Collaboratif. Il faut que pendant ma formation, moi, je sois un modèle. Oui. C'est sûr que si j'ai donné une formation de 6 heures pendant lesquelles j'ai parlé 5 heures... Après ça, tu vas passer devant ta classe. Oubliez pas de laisser les élèves parler, là. Fait qu'il va falloir que moi, ma formation, les enseignants parlent plus que moi pendant ma formation, puis que je sois un modèle là-dedans, puis que je leur démontre par mes propres gestes ce qui pourrait se passer dans leur salle de classe. On apprend par l'exemple. Ben oui. Il va falloir que je fasse de l'observation participante où je vais dans leur classe, puis plutôt que de dire « je fais juste observer », hey, regarde, je vais l'animer, ce petit bout-là. Veux-tu regarder ce que je vais faire? Puis après ça, on en reparle. OK, parfait, je vais l'animer, ce bout-là. Donc, ça prend des chercheurs qui se mouillent. Ça prend des chercheurs qui n'ont pas simplement un savoir théorique, mais on l'incarne dans leurs gestes. Et ça, c'est challengeant. Ouais. Ça, c'est demandant. Donc, tu sais, on se demande des fois pourquoi ça évolue pas si vite en éducation. Parce que c'est complexe et parce que chaque fois que je retire une enseignante d'une salle de classe en ce moment, c'est une suppléante qui, trop souvent, n'existe pas. Donc, c'est une technicienne du service de garde qui va venir. Concierge. Il va peut-être en avoir 3 pendant la journée. Puis là, à un moment donné, la directrice va devoir venir faire une... Donc, ce temps-là, là, je le vole aux élèves. Littéralement. De leurs apprentissages, je le vole aux élèves. Ça ne peut pas être inutile, ce que je fais. Ça ne peut pas être du niaisage. Ça ne peut pas servir à rien. Donc, il y a une responsabilité immense quand on fait ça, tu sais. Donc, c'est... Tu sais, les gens qui trouvent tout le temps des solutions simples à tout, là, je les invite à me les écrire, leurs solutions simples, parce que j'ai les deux mains dedans, là, puis des solutions simples à des problèmes complexes, ça n'existe pas. Tu sais, on n'est pas... Surtout qu'on ne peut pas généraliser parce que ce qu'on va faire avec certains élèves dans tel contexte, dans telle classe, dans tel milieu de vie, ne va pas être pareil. Même quand tu vas parler entre enseignants, tu as une amie qui enseigne dans telle ville. Hey, moi, je fais ça, j'étais à Trois-Rivières. Moi, je fais ça, je suis à Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Je vais te dire, hey, c'est cool ce que tu fais. Mais là, tu essaies de l'appliquer dans ta classe. Tu dis, mon Dieu Seigneur, je n'ai pas toute la même clientèle. Oui, j'ai pas la même clientèle ou j'ai pas tout son bagage. Donc, mon ami ou ma collègue m'a juste dit maintenant, je fais des cercles de lecteurs, puis c'est vraiment le fun. Là, je me suis dit, OK, je vais faire ça, moi. Oui, mais elle, ça fait ta conception du cercle de lecteurs, c'est peut-être... ça fait peut-être 2 ans qu'elle est dans un projet de recherche où elle apprend qu'est-ce qu'un cercle de lecteurs, comment je l'anime, les rôles que mes élèves peuvent jouer, le type de lecture qu'ils ont fait. Donc, ça se transpose pas en une demi-journée, je t'explique rapidement, puis après ça, tu vas le faire. Ça se construit, l'expertise. Tu sais, on est dans une profession qui est complexe, qui demande des compétences, puis un développement de compétences qui est complexe. Donc, de s'imaginer qu'à coup de mini-formation pendant une journée pédagogique, c'est comme ça qu'on va révolutionner les petits colloques ici et là. Les ateliers, colloques, les petits singes ne s'accrochent pas nécessairement. Là. Non. Puis là, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que en plus, on ne peut même pas continuer. Même si on commence, on ne peut pas continuer parce que les gens quittent, les gens partent, il n'y a pas personne. Il y a plein de choses possibles, mais là, il n'y aurait même plus personne. Qu'est-ce qu'on fait? Il se passe déjà plein de belles choses. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on orchestre des dispositifs d'accompagnement puis de formation qui sont sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, où on voit les enseignantes, par exemple, 8 fois pendant l'année, dans un court laps de temps, on les voit aux 2 semaines, aux 3 semaines. Ça paraît dans la classe. Parce que là, si je te revois dans 2 semaines, on s'est donné un objectif, tu vas l'avoir essayé. 2 semaines plus tard, on va y revenir, on va le réguler. Quand tu vas revenir en me disant, ça n'a vraiment pas marché pour telle raison, on va tout de suite être en mode solution puis essayer autre chose puis tout ça. Donc, on sait que j'ai besoin d'avoir entre ma posture d'apprenant, où là, j'apprends en formation, puis ma posture d'enseignant où je fais ce que j'ai appris en formation, je dois avoir un très court laps de temps. Je dois apprendre, essayer, réapprendre quelque chose, essayer. Donc je dois jongler avec ça constamment. Donc, ça veut dire que dans les centres de services scolaires, quand on offre des formations qui sont sur 3 jours, puis qu'on décide d'en mettre une en novembre, une en février, puis une en mai, ces 3 journées-là, pour le même budget, gagneraient à être 2 en octobre, 1 en novembre. J'ai pas mal plus de... On n'accroche pas les petits singes, là. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire
concrètement et qui se passe déjà. Mais parfois, on peut se tirer dans le pied seulement à cause de délais comme ça de formation. Des fois, c'est parce qu'il y a beaucoup quand même d'étapes à passer, hein, de permissions, de ci, de ça. Il y a beaucoup de bureaucratie aussi. Des fois, la bureaucratie nous nuit aussi en éducation. Les protocoles, les ci, les ça. Donc, ça ne va pas nécessairement répondre. Ça prend un leadership de la direction d'école, qui croit au développement professionnel, qui va s'y investir, qui va être présente, qui va essayer de stimuler ses enseignants. Je pense à une direction d'école extraordinaire qui était dans un de nos projets de recherche où des fois, il y a une enseignante qui pouvait dire « demain, je ne pourrai pas participer au projet de recherche parce que là, j'ai tel élève dans ma classe, il a vraiment besoin de moi. » Bien, la direction était là pour lui dire « Non, cet élève-là, je le gère. Je vais m'en occuper. Toi, pour ton développement professionnel puis pour que l'ensemble de tes élèves aillent mieux, tu vas aller te former demain. » C'est ça que tu vas faire parce que tu as eu un engagement. Donc, ça prend une direction qui a un leadership pédagogique aussi, puis qui amène les enseignants à avoir envie de faire de la formation continue, puis qui stimule. Puis qui ne roule pas trop sous les papiers administratifs non plus parce que les directions, moi, j'en ai vu tellement des directions. Oui, c'est des directions qui aiment ça accueillir les élèves. J'en ai vu qui sont là présents, mais il y a tellement de choses qui changent avec tellement de documents à remplir pour les centres de services. Ils ont de moins en moins de contrôle aussi, de pouvoir. Puis c'est important de le nommer puis de revenir à ça parce qu'en ce moment, on exige que les directions d'école soient d'anciennes enseignantes. Si finalement, c'est que pour leur faire remplir des formulaires, qui ont aller chercher des gens au HEC, qui ne sont pas des leaders pédagogiques dans leur école, qui ne vont pas dans les classes, qui ne sont pas avec les élèves, bien, ça sert à quoi qu'elles soient d'anciennes enseignantes d'abord? Le but qu'elles soient des anciennes enseignantes, c'est qu'elles puissent avoir ce leadership-là, qu'elles aient un rayonnement dans leur école puis qu'elles tirent tout le monde vers le haut. Si on leur laisse plus l'espace pour faire ça parce qu'on les submerge de tâches administratives qui n'ont rien à voir avec la pédagogie, bien, arrêtons de s'entêter à ce que ce soit des enseignants. Mettez-la dans une classe, on a besoin. Il y a comme... Donc, il y a cette idée-là qu'il faut que les directions reprennent ce rôle-là puis qu'on leur laisse l'espace pour le jouer et la légitimité de le jouer. Que ça soit dit, que ça fait partie de leur rôle pour que l'ensemble de l'équipe école reconnaisse ce rôle-là à cette personne-là. Ah non, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'instances, il y a beaucoup d'obligations, puis c'est pas rien. Puis derrière ça, bien, à la fin de ce beau petit train-là, bien, il y a les élèves, puis c'est pour eux qu'on est là. Si je vous disais de donner une petite trousse là, de survie aux non légalement qualifiés et aux nouveaux enseignants qui arrivent dans leur classe, là, qui ne peuvent pas tout lire, ou on va leur dire d'aller lire vos recherches. Non, mais de s'informer. Non, moi, je trouve que... Ils sont en début, là. Il faut juste qu'ils maîtrisent leur programme au début. Là. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont enseigner. Fait que là, il y a quelque chose là-dedans. Ben, je pense que... De s'informer puis d'être intéressé quand même à ce qui se fait puis à aller chercher des réponses. Créer des liens avec les élèves rapidement. Oui, c'est vrai, c'est tellement important. C'est probablement la première chose que je leur dirais, là. Créer des liens. Prenez le temps d'aller jouer dehors avec eux. Puis quand vous allez dehors, là, faites pas juste vous promener, là. Jouez à tag. Soyez là, soyez présents. Baissez-vous à leur niveau pour leur parler. Accueillez-les le matin dans la porte. C'est ça, ce serait la première chose, là. Développer une relation avec ces enfants-là. Ça change beaucoup dans la dynamique d'une classe. Vraiment. Demandez-leur ce qu'ils ont fait en fin de semaine, puis c'est quoi leur livre préféré, puis allez chercher. Il y a vraiment comme... Ça, pour moi, c'est hyper, hyper important, là. Et c'est la base, là, la majorité des gens qui s'en vont en éducation, leur première raison, c'est qu'ils aiment les enfants. Bien, faites en sorte que ça transparaisse. Aimez-les. Les bottines doivent suivre les babines. Soyez avec eux, soyez bienveillants avec eux, ridiculisez pas. Quand un enfant ne comprend pas, soyez patient. Il vit peut-être plein d'autres choses qui l'empêchent en ce moment d'accéder au savoir. Dénigrement collectif. Soyez doux. Les enfants, ils ont besoin de doux, puis ils ont besoin de tout ça. Fait que, je pense que la première chose, ça serait de développer un lien affectif. La deuxième chose, et là, c'est très plate ce que je veux dire, connaissez votre programme. Allez lire. Allez sur Alloprof, là, s'il faut, la veille pour enseigner l'addition de fractions, mais assurez-vous d'enseigner la bonne affaire. Suivez le guide pédagogique, si c'est ça. Faites la page 32, s'il faut, dans le cahier d'exercice, si vous n'êtes pas sûr. Maîtrisez le contenu que vous allez enseigner. Maîtrisez le contenu. Parce que, comme mère, là, mettons que vous avez fait une activité plate avec mon enfant, mais qu'au moins vous y avez dit le bon contenu, là, moi, quand même, vous remercier.
Pour un non légalement qualifié, là, on s'entend. Là, non. Là, je parle vraiment pas de l'enseignante qui a fait 120 crédits universitaires où là, mes attentes ne sont pas du tout les mêmes. Non. Mais la personne qui vient d'arriver, là, crée un lien, assurez-vous de connaître ce que vous allez enseigner. Parce que juste en connaissant ça, vous allez avoir plus confiance en vous, vous allez pouvoir répondre aux questions. C'est assez prouvé, là. C'est pas assez prouvé, c'est prouvé. Moins je maîtrise ce dont je parle, plus je veux monopoliser et contrôler tout. Il n'y a rien de pire que de parler avec quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Il ne veut pas échanger, il ne veut pas qu'on l'amène ailleurs. Il ramène tout le temps ça à lui puis à ses petites affaires parce qu'il ne connaît pas de quoi il parle. Mais en enseignement, il ne peut pas élaborer ce sujet. Quand on ne sait pas de quoi on parle, dès qu'un élève nous pose une question, ça nous dérange. Non, mais là, reviens à l'exemple que je viens de te donner. Là. Oui, mais si c'était un 8 au lieu d'un 4, mais non, là, c'est pas un 8. Fait que là, laisse faire ton affaire. On devient vite en contrôle. Donc on ne fait pas beaucoup parler les élèves, on ne les fait pas participer, on ne part pas de leur exemple parce qu'on veut tout contrôler. Donc, développer un lien, connaissez votre matière. Être compétent. Développer une compétence. Faites-là l'exercice de la page 32, là, avant, la veille. Là. Prenez le temps de le faire puis de dire « Ah, mon Dieu, j'ai eu de la misère au numéro 2. » Fait que mes élèves vont avoir de la misère au numéro 2. Identifier qu'est-ce que j'ai fait pour y parvenir. Parce que là, ça, c'est les stratégies que vous allez pouvoir leur donner demain. Allez fouiller pour trouver une capsule vidéo qui réexplique ça. Il y a tellement d'enseignants formidables en ce moment qui mettent sur YouTube des centaines de capsules. Trouvez-vous une capsule que vous allez écouter en boucle. Puis vous allez reproduire. Vous allez même, après ça, peut-être montrer à vos élèves la capsule et tout ça. Mais maîtrisez ce que vous allez enseigner. Déjà là, on va avoir 2 assises qui vont nous permettre de lever le niveau puis de faire plein de choses, tu sais. Mais pour moi, il y a comme 2 fondements, là, ici. La mère, Geneviève, avec ses 3 enfants, arrive avec une paire de lunettes assez... De mère. De mère, OK. De mère. Moi, je distingue complètement mes 2 rôles. Quand je suis la mère d'Henri, Marguerite et Émile, qui sont à l'école, je ne suis pas chercheur en sciences de l'éducation. Est-ce que même pas, mettons, vous voyez que pour l'aider, pour être collaborative ou aller transmettre? Ouais. Non. OK. Non. Aucune ingérence. Non. Donc, les parents, là... Mon chum. Bon, alors écoutez les parents qui nous écoutent, là. Ici, j'ai une chercheure, enseignante, qui a un doctorat, une maîtrise, qui a 3 enfants d'âge primaire et qui ne fait aucune et aucune, je sais que ça ne se dit pas, ingérence dans la scolarisation de ses enfants. Elle s'implique, c'est sûr, elle est là. Oui. Mais l'enseignante fait quelque chose. Elle aurait là, toute la formation, elle aurait tout le bagage, les recherches, les contacts, le milieu pour dire non, mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Ça n'a pas de bon sens. Oh mon Dieu, Seigneur, alerte rouge, drapeau rouge, oyez, je descends dans les rues. Non, elle distingue. Tu sais, je mets l'emphase, je caricaturise, mais c'est important de le dire. Parce que, tu sais, moi aussi, là, en tant que mère, il y a des moments où je dis, oh, telle affaire, où j'ai pris mon rôle de mère, où j'étais beaucoup en collaboration avec l'école. Moi, en tant que mère, j'ai toujours dit à l'école, il y a un mot qui tient notre relation, c'est le mot cohérence. T'sais, moi, c'est moins bonne que vous, là, dans le sens que je me dis, ça prend une cohérence. Là où tu n'as pas de cohérence, peut-être que là, je vais poser des questions. On est un petit peu plus là. Mais donc, c'est important de respecter. Puis ça, là, si vous, là, avec tout le bagage que vous avez, vous ne faites pas d'ingérence dans le cheminement. Si vous avez des élèves, vous avez des enfants comme les autres, là. Ils ont leurs enjeux, ils ont leurs enjeux. En même temps, si un de mes enfants avait vécu l'inacceptable, je serais allée. Oui. Mais on parle pas de pour des choix pédagogiques, des façons de faire, des devoirs qui sont donnés. J'ai une opinion de parent et une opinion de chercheuse là-dessus. Oui. Mais le respect va être là, c'est elle qui gère, c'est elle qui lead. Puis un devoir, justement, au primaire, en Noël, jour de l'an, même si, mettons... On va le faire, puis on ne commencera pas à écrire à la direction, puis faire envoyer des mises en demeure, puis ça. Puis il faut en parler, parce que moi, je trouve que c'est un gros enjeu, surtout avec les non légalement qualifiés, avec les jeunes qui commencent. C'est ça qui brûle. Ils arrivent, ils disent « Oh mon Dieu, on doit gérer ça, cette façon-là de faire. » Puis c'est sûr que tu ne te sens pas solide quand tu viens de finir ton bac. C'est normal que tu n'as pas 15 ans d'expérience derrière toi. Fait que là, si tu as la mère PDG de telle place ou l'autre mère qui dit « Bien là, ça n'a pas de bon sens, là. » Mais on va dans le bureau du directeur, regarde qu'est-ce qu'elle a fait, là. C'est pas bon, là. Ça n'a pas de sens.
La jeune n'a pas le goût de vivre ça 15 ans, puis 20 ans, puis un autre 5 ans. Parce qu'on dirait, c'est bien, la nouvelle génération savent plus ce qu'ils veulent puis ce qu'ils veulent pas. Ouais. Donc, ils sont moins dans la torture longtemps. Ouais. Ils restent moins dans la torture. L'ouverture est là. Ils peuvent changer. C'est plus facile. Il y a comme une... Moi, je les juge pas, au contraire. Je pense qu'on aurait fait pareil. Ben oui. Tu sais, moi, j'étais à l'époque où des fois, ça pouvait prendre 10 ans avant d'avoir un poste. Eux, ils en ont plein, là. Il y en a qui ont dû travailler ailleurs dans des magasins, dans des centres d'achat pour faire vivre leur famille. Ils ont un autre contexte complètement dans lequel ils s'insèrent au niveau professionnel, puis ils font ce qu'ils pensent être le mieux dans ce contexte-là. Oui, puis ils veulent bien faire, puis ils se disent, là, moi, j'ai le goût d'avoir du plaisir, puis d'aimer ce que je fais, puis là, il y a trop de contraintes, puis il y en a que vite, des fois, ils vont réaliser qu'on veut changer, on peut faire plein de choses, mais ça peut être long avant que ça change. Ça peut être le fun. Tu sais, moi, je vous l'ai dit dès le départ, moi, mon plus gros salaire, c'est que j'ai du fun. Moi, j'ai du plaisir à travailler. Donc, je peux pas les blâmer s'ils ont plus de fun, puis ils ont plus de plaisir. On veut que les enfants qui soient dans les classes en aient du plaisir. Est-ce que vous retourneriez travailler, mettons, demain matin? Là, je pense constamment. Ah oui? Oui. Je leur souhaite. Je souhaite oublier l'éducation. On s'excuse pour l'institution universitaire, mais puis souvent, je dis ça à la blague. Je connais les meilleurs, ils se retrouvent tous dans les centres de service. Je sais que c'est pas vrai. Je sais. Il y a l'idée de... Parce que moi, je me pose la question annuellement. Là, est-ce que je retourne dans le milieu ou pas? Puis à chaque fois, ma réflexion est basée sur l'effet et l'impact le rayonnement. Tu sais, si je retourne dans une salle de classe, je vais avoir un bel effet sur 27 élèves. 27 élèves, tout dépendant je suis où. Là, avec l'ensemble de mes projets de recherche, l'ensemble des enseignants que j'accompagne, l'ensemble des enseignants en formation initiale, des futurs enseignants, tout ça, bien, mon rayonnement puis mon impact est beaucoup plus grand. Beaucoup plus mais il est moins direct. En retournant dans la classe, là, j'ai un lien direct avec la réussite de l'élève. Puis tu n'auras pas le temps de commencer à faire le reste. Constamment, quand je me mets à réfléchir à ça, il y a une enseignante qui m'écrit en me disant... Regarde ce que mes élèves ont fait hier, j'en reviens pas qu'ils soient capables de faire ça. Ça, c'est parce qu'on a fait telle chose, telle chose. Puis là, je me dis, OK, non, c'est bon. Ce que je fais, ça a assez de effet social pour continuer à nourrir, tu sais, J'en ai un petit peu parlé, mais en terminant, on aurait tellement pu parler, il va falloir que je revienne vite. De la trousse à outils, j'en ai parlé un petit peu aux parents. Là, j'ai fait une petite caricature, mais les parents, là, qui sont souvent insécures, parce qu'on le sait que c'est toujours pavé de bonnes intentions. On sait qu'on travaille avec ce qui ont le plus cher à leurs yeux. La petite trousse, là, de service d'un parent qui arrive avec un enfant en milieu scolaire, des fois qu'il y a des difficultés ou qui sont insécures. C'est quoi les meilleures habiletés ou les meilleures attitudes qu'un parent devrait avoir envers l'enseignant et envers le milieu scolaire de son enfant? Oui. D'abord, à la maison avec l'enfant, lisez. Lisez. Ça, pour moi, là, ça, c'est la base. Pendant les périodes de devoirs, ne pensez pas que vous devez être les enseignants. Vous n'avez pas à être les enseignants. Les devoirs qui sont envoyés à la maison sont censés être au niveau de vos enfants. Si ce n'est pas le cas, vous mettez un post-it, vous écrivez « Mon enfant n'est pas capable et il ne comprend pas. » Point. L'enseignante va reprendre avec votre enfant puis va s'assurer. Essayez pas de par-dessus réexpliquer puis de dire « Dans mon temps, c'est ça qu'on... » Non. Mon enfant, je comprends pas. Mais non, c'est facile, c'est 2 plus 2. Obstinez-vous pas. Il y a comme quelque chose où... préservez votre relation. C'est ça, ne sabotez pas votre relation. Faites-le dans le plaisir. Faites-le. Il y a comme quelque chose de très, très important pour moi. Puis dans la relation avec l'école, il y a comme quelque chose de... Prenez-la pour ce que c'est. C'est un milieu de vie où votre enfant devrait se socialiser, se faire des amis. Se faire des amis, ça veut dire se faire des ennemis parfois. Ça veut dire être parfois malhabile, puis se chicaner, puis se réconcilier, puis tout ça. Et c'est un processus qui est normal. Donc, chaque fois que votre enfant va revenir à la maison en vous disant « Aujourd'hui, je me chicanais avec un tel, puis je l'aime plus », paniquez pas. Là. Ça va aller. Là. Demain, ils vont sûrement... Oui, ils vont s'en reparler. Il y a comme quelque chose de... Paniquons pas à chaque fois que notre enfant nous rapporte prendre un 24 heures de recul. Surtout avec sa perception. Je pense que l'autre chose, elle est aussi en lien avec ça. Elle est en lien avec valider la perception de votre enfant avant pas toujours prendre pour du cash. De s'énerver. Parce que la compréhension de votre enfant, elle est biaisée par son âge,
par ses capacités cognitives à avoir analysé la situation, par son ressenti au moment, par son sentiment de compétence, par la relation qu'il entretient avec les autres. Elle est teintée de tellement de choses. Et je comprends que la position de l'enseignante aussi est teintée par autre chose. Attendez de voir. Écrivez en disant « Mon enfant est revenu chamboulé de l'école. Il semble avoir eu une très, très dure journée puis il nous dit telle chose. Pouvez-vous nous confirmer si... Vous avez le droit de faire ça. Là. C'est normal de s'inquiéter pour son enfant puis tout ça. Mais votre enfant, il vous a menti là, dans sa vie de jeune enfant sur plein de choses. Ça peut que ça recommence. Pensez pas, là. Puis au-delà du mensonge, il y a eu juste une perception qui est différente. Que lui a déjà oublié puis que vous êtes encore... Il a réarrangé l'histoire où il paraît pas mal mieux que finalement dans ce qui s'est passé dans la salle de classe. Fait intervenez pas constamment en se disant « Mon enfant a raison ». Valider la compréhension. Il y a comme quelque chose de... Mais ça, c'est en général. Là. En général, dans la société, on devrait tous se déposer. Un pas de recul. On n'arrête pas de dire qu'on a besoin de doux. On a besoin de plus de doux. On a besoin de plus de... C'est ça. De douceur, d'empathie, Donnez-vous ça, parce que quand vous réagissez comme ça, dans ma tête, vous êtes des modèles envers vos enfants qui se disent « Ah, c'est comme ça qu'on réagit dans la vie. Alors que non, c'est pas comme ça qu'on réagit dans la vie. Fait qu'il y a comme « Soyez ce que vous voudriez que votre enfant devienne. Soyez le bon modèle, en fait. Par exemple. Il y a comme cette idée-là d'être le modèle. Puis, j'ai quand même envie de rappeler aux enseignantes que le parent fait partie de la vie de l'enfant. Oui, on ne peut pas le tasser. Le considérer, puis que cette relation-là gagne à être mis à notre avantage comme enseignant. Le parent n'est pas l'ennemi de l'enseignant, bien et vice-versa. Et vice-versa. Il y a comme une réconciliation des deux côtés à faire dans certains milieux, mais il y a plein de milieux où ça se passe aussi très bien, la relation. Oui. Avec les parents. Effectivement. Comme souvent, c'est comme une minorité qui vient prendre beaucoup qui est plus bruyante, beaucoup de place. Puis je doute que c'est cette minorité-là qui s'intéresse à mes projets de recherche et qui va l'intéresser. Bien, on aimerait bien parce que là, on pourrait enrayer tout ça. Puis des fois, c'est pas de façon générale, mais des fois, ça peut être à un moment donné. Puis malheureusement, bien, comme on disait déjà d'emblée, c'est ce qui ressort, c'est que les enseignants... C'est difficile, le milieu, etc. Bien, souvent, c'est mis ça en cause. C'est le respect, de faire la confiance de ce qu'elles vont. Mais elles doivent aussi s'approprier. Donc, c'est un travail. C'est pas juste la faute des parents, c'est pas juste la faute des enseignants. C'est autant que, justement, on doit s'approprier notre identité professionnelle, de dire, regardez, moi, tu sais, un médecin, il ne peut pas commencer à recevoir un patient dans son bureau, vous dites, bien là, oh, mon Dieu, je fais-tu la bonne affaire, mon Dieu. Non. Il faut peut-être avoir cette confiance-là, puis croire. Mais qu'est-ce qui fait, justement, on peut se demander qu'est-ce qui fait que les enseignants ont de moins en moins confiance en leur propre identité? Oui, bien, il faut la développer. Ça se développe, cette identité-là. Puis le discours ambiant est quand même pas favorable au développement d'une identité professionnelle positive. Là. Ça fait 20 ans qu'on dit aux enseignants aussi là, que la société leur renvoie que c'est dur, puis c'est un métier qui est difficile, puis c'est impossible, puis les candidats qui vont là-dedans, là, sont mieux d'avoir un dévouement. Fait que, tu sais, on n'est pas non plus, tu sais, autant sociétal que... c'est pas évident, là, de se dire enseignante et épanouie, là. Non. De dire... c'est ça. Non, parce que ça parle des deux côtés, autant dans le milieu que souvent, c'est ça qui ressort. Après ça, il y a... Puis aussi, juste les médias, là. On va pas aller faire rayonner Madame Geneviève qui a fait tel projet dans sa classe. Ben tellement. Moi, c'est ma bataille depuis 20 ans, puis je me suis fait dire, quand on parle d'éducation, on a des codes d'écoute anémiques. Ben oui, mais arrangez-vous pour qu'elle soit plus... mais c'est ça, la société, on voit où est-ce que les codes d'écoute sont. Puis les codes d'écoute, ben ils sont pas quand on fait des projets puis quand on fait rayonner des recherches ou des... Tu sais, l'éducation, oui, on a tous à cœur nos enfants parce que ça fait vraiment partie de notre priorité dans la société. On parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de santé, bon, peu importe, là, Mais est-ce que l'éducation, je pense qu'on se dit, on pense que l'éducation fait partie de nos priorités, mais est-ce que vraiment ça fait partie de notre priorité? Est-ce que justement on l'apporte? Est-ce qu'on l'adorlote, l'éducation? Est-ce qu'on la fait rayonner positivement? Justement, il y a Mme Chantal d'une école, mais il n'y a pas juste une Mme Chantal, il y en a d'autres Mme Chantal. Mais il y a des
enseignants engagés qui font des projets exceptionnels. Puis c'est pour ça là, que les parents, on dirait qu'ils perdent leur confiance parce qu'on ne parle pas justement de ces... où il y a eu des petits documentaires, il y a eu des petites choses. Ben, mais il faudrait en parler plus. Il faudrait vraiment faire rayonner plus. Aussi, là, de façon beaucoup plus fréquente. Là. En tout cas, il faut quelque chose à faire avec ça. Mais il faut valoriser notre relation avec. Puis d'ouvrir les portes, tu sais, que à partir de l'interne, ça c'est l'externe. Mais à l'interne, il faut que les enseignants n'aient pas peur d'ouvrir leurs portes. Il faut que les directions acceptent que des enseignants, qu'il y a des parents qui viennent faire de la coéducation, qui viennent faire des présentations. Puis c'est un milieu de vie où, justement, les portes sont fermées par mesure de sécurité, malheureusement. Mais c'est sûr que c'est pas grave. Tu peux les inviter, puis on va l'ouvrir la porte. Ah, oui, c'est Mme Geneviève, elle vient justement faire de la coéducation dans ma classe. C'est la mère de la petite une telle. Non, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'il se passe. C'est comme ça qu'il faut voir. Puis pas toujours remettre non plus au ministère. Non. Ça se travaille. Le ministère, il n'est pas dans les classes. Le ministère, à petite échelle. À petite échelle. Puis on le dit, même en entreprise, quand tu veux changer une philosophie d'entreprise, c'est pas le haut de la pyramide que tu dois changer. C'est en bas. Puis ça monte. Alors, arrêtez de cogner aux portes du ministre. Apparemment, il change aux quelques années. Là. Donc, c'est mieux d'aller à l'interne. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir accepté cette invitation. On aurait pu tellement... je peux parler on peut parler vite de réussite, mais aussi d'anxiété de performance. Qu'est-ce que vous avez regardé? Avez-vous regardé des choses dans vos recherches par rapport à ça? On a parlé du bien-être des enfants. On parle de... Je m'intéresse anxiété de performance. À rapport à l'évaluation. OK. Donc, je m'intéresse à la perception que les élèves ont d'avoir des évaluations. J'avais Germain Duclos, un de mes premiers podcasts, qui disait on est vraiment, là, en Amérique du Nord, les plus évalués. Oui, puis on a un rapport à l'évaluation qui est assez négatif. Tu sais, dès le préscolaire, en ce moment, c'est environ 1 élève sur 2 qui dit qu'il ne veut pas se faire évaluer ou qui a peur de montrer ses évaluations à ses parents. Au présco, ces évaluations, c'est pas censé faire peur. Motricité globale, motricité fine. C'est des dessins. Mais non, c'est ça, exactement. Il n'y a pas grand-chose. Faire des roulades. Fais-tu une bonne roulade? Oh. Puis le but, c'est de dépister des fois des choses. C'est pas... Donc, on sait qu'on a un enjeu très, très grand par rapport au rapport à l'évaluation chez les élèves qui se transmet. Un rapport à l'évaluation, ça se transmet à la fois par la famille, la maison. Là, il faut que tu te couches tôt, tu as des examens demain. Là, les examens, ça, c'est bien important. Puis là, on n'est pas content quand l'examen n'est pas bon. Puis on récompense quand l'examen est bon. Fait que teach to the test. Parce que moi, l'examen, là, j'y tiens comme parent. Puis je veux que tu réussisses dans la vie mieux que moi. Fait que là, c'est important. Fait que, tu sais, nous, à la maison, on met une pression sur le rapport à l'évaluation des élèves. Les enseignants, ça va être à l'examen, là. Fait que t'es mieux d'écouter. Ou à l'élève à qui on va dire, j'ai bien hâte de te voir, toi, quand il va arriver l'examen. Puis là, quand on fait nos retours, puis tout ça. Fait que nous aussi, on induit un rapport à l'évaluation qui peut être négatif chez nous. On peut parler aussi des examens pour les écoles privées, toute la pression qui est mise sur les élèves pour ça. Exact. Mais là, on est dans plein d'examens du ministère en ce moment. Ah, oui. Fait qu'on, ça, on peut en parler. Là. Je veux dire, nos enfants vont pendant 180 jours à l'école par année. Ils vont avoir, pas à chaque année, là. Non. 2 fois pendant l'ensemble de leur processus des examens du ministère, mais on leur en parle constamment. Mais voyons, non, ça va durer 2 fois sur 7 ans. Comment ça Parce qu'on mélange, les parents mélangent les évaluations internes à l'école, puis dans... Mais aussi parce que ça teinte tout. Oui. Les résultats, la cotère, la fameuse cotille. Pendant les examens du ministère en écriture, parce qu'il faut que tout le monde le fasse en même temps. Mm-hmm. Il y a 6 heures. Il va falloir que tu planifies, écris, corriges. Mm-hmm. Mais dans la vraie vie, là, c'est pas grave que tu le fasses en 8 heures. Mm-hmm. On pourrait écrire un texte en 2 semaines ou en 1 heure. Mais parce qu'il y a l'examen du ministère qui est fait comme ça, il y a énormément d'enseignants qui font ça pendant toute l'année. Ils disent, chaque fois qu'on va écrire un texte, on va faire exactement comme pendant l'examen du ministère. Comme ça, vous allez être vraiment prêts. C'est pas obligatoire. Mais là, attends un peu. Là. Tu peux même diversifier. On n'enseigne pas juste pour l'examen du ministère dans la vie, nous autres. Là. On n'enseigne pas pour l'examen du ministère. Tu sais, moi, j'aime beaucoup répéter aux enseignants et surtout aux élèves que les examens du ministère, ça ne nous appartient pas, là. Ça appartient à une élite de politiciens qui veulent se comparer, s'assurer que d'une région à l'autre, on enseigne les mêmes affaires, se comparer d'un pays à l'autre. Pas pour nous autres, là, les examens du ministère. Là. C'est pour qu'eux se régulent puis s'assurent que ça fonctionne. Là. Nous, on est juste les cobayes qui leur permettent de faire ça. Là. Ça ne nous appartient pas, cette affaire-là. Là.
Donc, comment ça peut prendre autant de place dans l'univers collectif? Comment nous, comme adultes, on se rappelle de nos examens du ministère, particulièrement au secondaire, là, où on est tout en randonnion, puis là, on a des caches devant nous, puis là, il y a l'heure exacte. Puis... Mais ça n'a aucun sens qu'on met autant de place sur quelque chose qui n'a pas tant d'effet sur ma réussite, qui n'est pas censé m'appartenir, là, qui sert à réguler des politiques. Fait que, tu sais, il y a tout ça, là. Fait que, tu sais, quand on parle d'anxiété, on peut parler d'anxiété de performance, mais pour moi, je suis beaucoup dans le rapport à l'évaluation parce que on est d'une société où on aime de moins en moins se faire évaluer. On n'aime pas ça, se faire évaluer, puis se faire donner de la rétroaction, se faire dire « Hey, ça, ce que tu as fait, c'était pas super bon, tu pourrais faire telle affaire. » Ça vient vite chercher notre sentiment de compétence. Mais elle est nécessaire. C'est hyper sain comme processus. Fait que, tu sais, il faut développer un bon rapport à l'évaluation. C'est comme ça qu'on entretient des bonnes relations, puis qu'on s'améliore constamment dans la vie, là, qu'on devient des meilleures personnes, qu'on devient des meilleurs employés, qu'on devient tout ça. Fait que, tu sais, il faut réhabiliter. Même l'auto-évaluation est hyper importante. L'introspection, l'auto-évaluation, autant pour les employés que pour des élèves. Ben oui, absolument. Fait que, tu sais, il y a comme cette idée-là, moi, de rapport à l'évaluation qui m'intéresse beaucoup, beaucoup dans mes projets de recherche. Je pourrais vous en parler longtemps. Mais il faut quand même prendre un recul, autant en tant que parent, puis la pression, souvent, ça va venir soit du milieu lui-même ou des parents. Puis l'enfant, bien, lui, prend ça, puis il n'endort pas la nuit. Puis il y en a, c'est pour ça qu'ils comprennent tous, mais il arrive un examen, pouf! Ils sont pas capables. Ils deviennent en surcharge cognitive parce qu'on sait que un des effets du stress, en trop grande quantité, parce qu'on sait qu'un stress en petite quantité, c'est hyper positif, là. L'effet du stress en trop grande capacité, c'est de bloquer en partie notre mémoire de travail dans laquelle on va aller rechercher l'information. Donc, c'est ce qui fait que des fois, la veille de l'examen, j'avais l'impression de tout connaître. Puis, arrivé à l'examen, il y a comme une espèce de blocage où mon taux de cortisol il est tellement élevé, c'est en surcharge cognitive, je suis stressée, mon cœur bat plus vite, j'ai des palpitations, j'ai les mains moites. Donc, mon corps réagit. Je sais, mettons, c'est une matière où c'est un peu plus difficile, ça et là, ben, je bloque. Alors que si mon enseignante m'avait évalué tout au long, en prenant des traces d'observation, en faisant des entretiens avec moi, en récoltant plusieurs petites traces écrites que j'ai faites tout au long, bien là, j'aurais un résultat qui reflète pour vrai ce que je suis capable de faire puis ma compétence. Pas ce que j'ai été capable de faire jeudi matin à 8 heures quand j'étais hyper stressée. Donc, tu sais, on a à repenser comment on évalue. L'évaluation est saine, mais c'est de comment la faire, comment l'amener, comment la vivre. Ouais. À ce moment-là, puis là, ça peut changer plein de choses dans le cheminement scolaire d'élèves à ce moment-là. Oui. Ça peut donner des élèves qui, plutôt que de dire « moi, je suis tout en poche en maths », de dire des élèves j'ai de la misère quand il faut que je le résous, mais quand j'ai à expliquer, par exemple, ma démarche, ça, je suis bon. Ça amène à faire des nuances plutôt que de dire « je suis pas bon là-dedans ». De nuancer puis d'être capable de dire oui, mais je suis quand même fort quand je fais telle chose. Oui, puis des fois, la démarche est bonne, la réponse n'est pas bonne, mais de voir la démarche aussi, ça aussi, on en a parlé longuement, puis là, c'est plus intégré dans le milieu scolaire, on ne regarde pas juste la réponse, on regarde, il y a eu la démarche, c'est pas ça vraiment que tu peux évaluer un élève juste par la réponse. Puis d'aller aussi dans d'autres évaluations, de d'autres façons par rapport aux connaissances de l'élève. C'est tellement intéressant de vous parler, en tout cas, vraiment. Et écoutez, je remets un diplôme à tous mes invités. Ça ne sera pas votre premier, naturellement. Possiblement pas votre dernier, mais c'est un diplôme du cœur et d'engagement quand même. Je trouve ça bien de faire ça parce que les gens disent « Ah oui, j'ai fait tout ça, moi. » Alors, certificat d'engagement décerné à Geneviève Carpentier. Pour tous les élèves accompagnés et leurs apprentissages améliorés à travers ces différentes réalisations. Pour tous les mémoires, les thèses et les travaux dirigés. Pour ses nombreuses communications scientifiques présentées, pour ses implications dans différents comités, pour ses engagements envers ses collègues afin qu'ils puissent exercer dans les meilleures conditions, pour les nombreux services à la communauté, pour la diversification des projets de recherche effectués, pour ses intéressantes publications, pour ses productions professionnelles, pour la relève qui pourra bénéficier des avancements auxquels elle aura participé, parce qu'elle sait vivre le primaire et même l'éducation dans son entièreté. Oh, merci! On n'a pas parlé de ça, mais vous êtes rédactrice en chef de Vivre le primaire, qui est une... revue professionnelle. Oui. Ça, j'en suis fière. C'est une revue qui est faite pour les enseignants, les articles sont rédigés par des enseignants, des chercheurs, des chargés de cours, des conseillers pédagogiques
Il y a un comité de lecture dans cette revue-là qui est formé que d'enseignants qui s'assurent que tous les articles sont pertinents pour eux, dans un langage accessible, compréhensible et tout ça. C'est publié 4 fois par année, en format papier encore. On résiste parce que les enseignants nous disent qu'ils aiment la lire en format papier, la surligner et tout ça. C'est une revue qui a 37 ans d'existence au Québec. Pour le secondaire, y a-t-il quelque chose qui se fait? Il y a certaines revues pour le secondaire, mais au secondaire, ils sont spécialisés. Donc, il va y avoir les cahiers de la QPF qui sont plutôt pour le français. Il va y avoir la ESTQ qui est plutôt avec l'Univers social, sciences et techno et tout ça. Donc, eux, ils sont plus diversifiés, alors que nous, au primaire, on est des généralistes, donc on travaille sur tout. Oui, c'est ça, des généralistes. Mais d'ailleurs, je voulais justement vous en parler. Je vous disais... Parce qu'on galvaude, je trouve qu'on galvaude beaucoup le mot, le titre d'enseignant. Dès que je donne un cours de tricot, je suis enseignante, je suis professeure. Souvent, je dis non, si t'es professeur, t'es à l'université, t'as fait un doctorat. Quelle est la différence? Je veux vraiment qu'on puisse le nommer entre chargé de cours, professeur honoraire, professeur, vous êtes professeur agrégé. C'est quoi la différence? Oui, OK. Chargé de cours... T'as pas ton doctorat. Tu peux l'avoir. Avoir? OK. Mais c'est quelqu'un qui donne des charges de cours à l'université, qui enseigne des cours au premier cycle, par exemple. C'est comme à la fiche, on peut dire? Bien, qui devait avoir de l'ancienneté à chaque année. Mais c'est pas quelqu'un qui... Il peut, par la bande, être aussi assistant de recherche ou quoi que ce soit, mais son travail de chargé de cours, c'est de donner des charges de cours. Il est payé à la charge de cours. OK. Quand on devient professeur, là, ça dépend des universités. Dans les universités à charte, comme l'Université de Montréal, on est d'abord professeur adjoint pendant 4 ans ou 5 ans, où là, on n'est pas permanent. On devient professeur agrégé par la suite, où on est permanent. Par la suite, on a la chance de devenir, si on le veut, professeur titulaire, où là, on doit déposer un dossier qui mérite une titularisation. Donc, on s'est particulièrement démarqué par nos projets de recherche, où on doit... Et ce sont nos pairs, en fait, qui évaluent notre dossier. Tu t'en vos objectifs? Évidemment. Évidemment. Professeur honoraire, c'est le titre pour professeur retraité. C'est les professeurs qui ont quitté... et tout ça. Il y a des professeurs qui sont honorifiques, où là, tu sais, c'est comme le titre par excellence. Roch Chouinard est rendu professeur honorifique de notre faculté depuis, je pense, l'année dernière. Donc, c'est des gens qui ont marqué la faculté pendant de nombreuses années, qui, après avoir pris leur retraite... L'université, c'est une drôle de bébite parce que nous, on travaille en cogestion. Donc, la directrice de mon département est à la base ma collègue. Et elle va être ma directrice pendant 4 ans, 5 ans. Et par la suite, elle va redevenir ma collègue et c'est une autre de nos collègues qui va aller nous diriger. Donc, c'est comme ça que fonctionne l'université. On travaille qu'en co-gestion, nous. Donc, on est... Faut s'entendre. Faut s'entendre. Et ça nous amène on est constamment évalué, donc, par nos pairs. Moi, ce ne sont que des gens qui font le même travail que moi, qui évaluent mon dossier de promotion. Donc, ce n'est pas des gens qui sont loin ou qui n'ont jamais mis les pieds à l'université. Au contraire, ce sont nos pairs. Donc, on vous regarde aller au quotidien. Oui, exact. Avec qui on lunch le midi. Là. Ce sont nos collègues. Donc, ça peut amener quand même... Mais une situation particulière d'humain, là, disons-le. Ça prend une éthique professionnelle très forte pour faire la distinction, en fait, entre l'amitié développée avec nos collègues et la rigueur scientifique d'évaluer une candidature ou un dossier. Mais c'est ce qu'on fait constamment. Là, quand on engage un nouveau collègue, c'est un comité de profs qui reçoit les candidats et qui choisit ensemble qui sera notre nouveau collègue. Comme si les enseignantes de 2e année d'une école passaient en entrevue des candidates et décidaient qui allait devenir leur collègue en ça ferait des équipes écoles pas mal plus soudées, j'imagine. Ça serait plus... En tout cas, je vois même pas comment ça serait possible. Oui, moi non, c'est sûr que ça serait... C'est comme ça que ça fonctionne. On a le droit de rêver. À l'université, on est en co-gestion. Donc, ça amène complètement une autre dynamique, en fait. Le titre enseignant, moi, je trouve que justement, les galvaudés, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que tellement, on parlait de valorisation. Je me dis, il faut faire attention. Comme moi, à un moment donné, quand j'ai écrit mes livres, on m'avait dit, elle est ex-enseignante. Non, je ne suis pas ex-enseignante. Puis comme vous n'êtes pas une ex-enseignante. Vous êtes enseignante, votre parcours professionnel, c'est une chose. Mais y a-t-il lieu, en tant que société, de peut-être faire attention un petit peu à ça? En même temps, il faudrait aller voir la définition de qu'est-ce qu'un enseignant. Après ça, moi, je parle beaucoup de professionnels de l'éducation quand je parle moi aussi. Des gens qui ont terminé leur bac, qui ont leur brevet et tout ça. C'est beaucoup ça que j'utilise. C'est plutôt professionnel que de l'éducation qu'enseignant. Mais ça reste qu'il demeure des enseignants. Mais je comprends la nuance que vous amenez où finalement,
du moment que j'enseigne quelque chose. Que je transmets ou que j'anime ou que je forme, je fais une formation, j'anime. Je deviens un peu, là. Fait que c'est pour ça que l'idée de professionnel de l'éducation amène peut-être une espèce de, pas crédibilité, mais une distinction plutôt entre tout ça. Professeur, je pense qu'au cégep aussi, hein, je pense qu'on dit professeur. Oui, oui, professeur ou chargé de cours. Peut-être plus chargé de cours ou enseignant au cégep, professeur au cégep. Mais je pense que même à l'interne, on a un petit peu du... C'est pas clair. mais c'est drôle, on en rit, mais c'est peut-être pour ça aussi. Tu sais, si à l'interne, c'est pas clair, il y a bien des affaires qui sont pas claires. Il y a des connaissances. Moi, les gens me demandent souvent si à l'université, j'ai 2 mois de vacances l'été. Ça me fait rire. Chaque fois, je suis comme... Oh non! Ça serait le fun! Oh non, c'est pas ça la vraie vie. Non, mais c'est bien de le nommer parce qu'effectivement, puis souvent, c'est ça, que ce soit dans les médias, eux aussi veulent bien faire, veulent parler de la nouvelle, mais ils sont tellement... Tu sais, ça va vite aussi. Va vite, oui. Donc, on peut pas aller on peut pas approfondir le sujet. On peut pas aller plus loin. Je me dis, ben moi, je le fais à travers mes podcasts. Merci beaucoup, Geneviève, vraiment, pour cette belle rencontre. Merci ben oui, écoutez, je sais pas quelle place il aura parmi vos nombreux diplômes, mais c'est un diplôme de cœur, c'est un diplôme aussi en tant que maman, maman pédagogue. Vous avez fait votre part dans la société. J'essaie d'être une bonne citoyenne. Merci beaucoup, Geneviève. Au plaisir.